sommes au Portugal où nous venons de passer une journée et demie d'essai dans les environs de Lisbonne, sur des routes de montagne et sur des routes aussi de bord de côte. Et puis nous sommes sur le circuit d'Estoril qui lui est dans la banlieue de Lisbonne. Il fallait au bien ça pour faire un peu le tour de cette nouveauté qui est une nouveauté, je dirais, parmi les plus importantes, si ce n'est la plus importante de l'année. Et je vais m'en expliquer. Alors on a fait 250 km de route, un petit peu d'autoroute à des vitesses plus ou moins raisonnables, et puis pas mal de routes avec beaucoup de virages, des bosses, des villages, de l'agglomération. Et puis sur le circuit d'Estoril, des épreuves d'accélération et de freinage et de maniabilité pour vraiment cerner tout le potentiel de cette machine. Je vous propose donc de faire le tour de la question en 5 points pour vraiment comprendre cette machine qui est, je dirais, et j'insiste là-dessus, l'une des nouveautés les plus importantes de l'année. Pourquoi? Premier point, parce que en fait, on peut employer des superlatifs, c'est quasiment, je dirais, la moto du futur. Pourquoi la moto du futur? C'est très simple, c'est qu'en fait, elle a un compresseur et qu'on sait très bien que les constructeurs moto, en suivant un peu la voie des constructeurs automobiles, vont devoir réduire leurs émissions. Et pour ça, il y a une solution qui est la plus facile techniquement, c'est de réduire à la cylindrée et quand même de gagner de la puissance via un compresseur ou via un turbo. Alors on sait que outre Kawasaki, Suzuki et Honda par exemple travaillent sur la question et ont déposé pas mal de brevets. Évidemment, Kawasaki a été le premier à dégainer il y a 2 ans avec la H2 et la H2R. Mais là, on franchit vraiment une autre étape parce que les premières H2 étaient des motos performantes, je dirais même éventuellement brutale, voire violente à la conduite. Là, on est sur une moto plus grand public pour un usage beaucoup plus apaisé et beaucoup plus polyvalent. Ce qui m'amène au deuxième point, comment est-ce qu'on la reconnaît par rapport à une H2 ou une H2R? C'est assez facile, évidemment, on a les mêmes lignes caractéristiques avec ces carénages effilés, cet avant pointu, ces feux à LED, ce gros pôle échappement, ce compresseur ici sur le côté. Par contre, ça n'a rien à voir, il y a beaucoup d'évolutions sur le plan du châssis, sur le plan du moteur, sur le plan des équipements, de la technologie et bien entendu sur le plan de la polyvalence. Commençons, si vous le voulez, par le troisième point qui est le moteur. Alors bien évidemment, c'est un 1000, c'est compressé, ça fait 210 chevaux, donc là on est sur la base mécanique de la H2, mais pourtant ça n'a encore une fois rien à voir. La H2 elle est très violente, très brutale, c'est une moto qui est extraordinairement sympa à conduire mais qui est quand même pas simple au quotidien. Et Kawasaki a voulu vraiment donner beaucoup de polyvalence à cette machine capable de faire du tourisme à des vitesses très raisonnables, à des vitesses légales, de rouler en ville par tous les temps, etc. Et donc le moteur est complètement différent. Tout l'assemblage mobile, culasse, piston, embiellage, arbre à cam, conduit d'admission, échappement, etc. Tout ça c'est complètement nouveau. Alors certes on a les mêmes niveaux de puissance, mais en fait dans l'absolu cette machine est beaucoup plus souple. On est capable de rouler en 6e à 50 à l'heure à moins de 1000 tours. Il n'y a pas de vibration, ça dégage moins de température. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une machine beaucoup plus polyvalente. Alors, question moteur, on a quand même l'effet compresseur. Il est moins marqué que sur la H2. Donc, au début, on se dit, tiens, c'est marrant, j'ai roulé sur la H2, c'est moins brutal, c'est presque un peu moins sympa. Et puis, plus on roule avec cette machine, plus on roule dans toutes les circonstances. Et plus on se rend compte qu'en fait, on a, je dirais, la puissance d'une grosse, le couple d'une très grosse. On n'est pas très loin des valeurs d'une ZZR 1400. Et puis, on a la vivacité mécanique avec cette absence d'inertie d'une 1000 sportive. Donc, ça fait un cocktail qui est vraiment agréable à conduire. Quatrième point, le châssis. Alors là, c'est pareil, on est sur une base de H2, mais là encore, c'est très différent. Si le début du cadre treillis semble être proche de celui de la H2, la section des tubes a changé, donc c'est un cadre qui est plus épais. Il y a tout un bâti arrière, ce qui fait qu'on peut rouler en duo et avoir quasiment 200 kg de charge sur la moto, alors que sur la H2, on n'a que 100 kg forcément. Et puis, toutes les valeurs de géométrie ont changé, le bras oscillant est plus long, l'empattement est plus long. Les suspensions sont réglables assez facilement avec des vis en haut du tube de fourche et une molette sur l'amortisseur arrière. Le pneu arrière est plus étroit, c'est un 190 et pas un 200 pour plus de maniabilité. Et donc cette machine se veut encore une fois plus polyvalente, plus routière. Elle est assez confortable, on a roulé vraiment encore une fois hier quasiment 230 km sur les petites routes à la fin de la journée. On est bien installé, c'est moins radical en position qu'une ZZR 1400. La selle est confortable, les suspensions ne sont pas cassantes comme celle d'une moto plus sportive et finalement c'est une machine avec laquelle on peut envisager de faire des grandes distances. Dernier point, les valises qui ne sont pas sur cette moto parce que là on est sur le circuit mais on les avait hier sur la route, 28 litres chacune dessinées par JV et elles sont homologuées par Kawasaki pour aller jusqu'à la vitesse maximale. Donc on n'est pas loin des 300 km/h, c'est une moto qui vise aussi le marché allemand.
5e point, l'électronique. Donc là, on a quasiment tout, hein. Il y a évidemment contrôle de traction, 3 cartographies moteurs qui réduisent la puissance 50, 75 et 100% de la puissance disponible, hein, selon les modes choisis. On a un contrôle de gestion du frein moteur, un launch control, hein, qui maintient le régime moteur à 6-7 000 tours et on lâche l'embrayage pour faire des départs canons. On l'a essayé tout à l'heure sur circuit, c'est effectivement assez drôle. Évidemment, un ABS corner. Un régulateur de vitesse, des poignées chauffantes, parce que figurez-vous que cette machine, hein, ça sera la seule importée par Kawasaki, un modèle standard moins bien équipé qui ne fera pas partie de l'offre, hein, sur le marché français. Voici donc venu le moment de la question qui tue et je lève le doigt interrogateur, bien entendu. Comment cette machine se repositionne dans le segment des sports GT? C'est à lire sur l'essai complet sur le repère-des-motards.com. Ce que je peux vous dire, c'est que malgré tout, c'est un cocktail qui est vraiment unique en termes de puissance disponible, de couple disponible, de vivacité dans les tours sur les rapports intermédiaires. C'est extrêmement plaisant à conduire, c'est de nouvelles sensations. On n'est pas du tout sur la sport GT à l'ancienne, un peu lourdingue, un peu pataude, efficace, puissante, mais pas forcément très drôle à conduire telle qu'on la connaît. Et puis surtout, technologiquement, je crois que ça préfigure vraiment la machine du futur avec son compresseur.